Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de réaliser un retour sur le long métrage d'animation, l'un des premiers à succès du réalisateur Hayao Miyazaki, à savoir Le Château dans le ciel. C'est pour moi une seconde vidéo en ce sens où sur ma chaîne, j'ai déjà tourné un contenu qui est dédié à ce long métrage et que je trouve, en l'ayant revisionné pour cette vidéo-là, très complet en termes de contenu. Je suis davantage critique sur tous les aspects techniques et esthétiques au niveau personnel, mais je sais que ce qu'il y a à l'intérieur de cette vidéo, c'était le fruit de beaucoup de travail, beaucoup de recherche d'informations. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous la mettrai dans le petit i en haut. Ce qui m'a poussée à tourner cette vidéo, c'est que je suis allée au cinéma voir une reprojection du Château dans le ciel. Et ça m'a évidemment amené à tout un tas de réflexions, prises de notes. Et j'ai trouvé intéressant de vous tourner une autre vidéo. Je pense que les films des studios Ghibli en général, c'est vraiment des contenus qu'on peut voir, revoir, et avec à chaque fois un regard, une compréhension différente. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ce moment-là avec vous. Si vous êtes prêts, je vous propose qu'on s'y intéresse juste après l'intro. Ainsi, ce long métrage d'animation, il est produit par Isao Takahata, dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, et c'est un travail qui a été réalisé, scénarisé, dessiné même dans une certaine mesure par Hayao Miyazaki. C'est d'ailleurs son premier film officiellement réalisé par le studio Ghibli, après avoir travaillé longuement notamment sur le film Nausicaa pour les studios Topcraft. Donc Le Château dans le ciel, c'est la première publication du travail de Miyazaki pour les studios Ghibli, vous l'aurez compris, qui paraît le 2 août 1986 au Japon. Alors ça, c'est une date qui m'a pas mal choquée parce que je trouve que c'est un film qui ne vieillit pas, ou très très peu, qui fait pas du tout évidemment son âge, à savoir 38, quelque chose comme ça. Et en France, il est sorti beaucoup plus tardivement, le 15 janvier 2003, donc j'avais 1 an à peu près. C'est comme d'ordinaire pour les studios Ghibli, un film qui est assez long, qui s'étend sur 2 heures 4 minutes. Et il est extrêmement riche, on va tout de suite en parler dans ce que j'ai apprécié. Juste avant de débuter, je tenais encore une fois à insister sur le fait que cette vidéo que je vous propose aujourd'hui, elle est beaucoup moins étoffée, complète. C'est beaucoup plus mon avis personnel, mon retour en tant que visionneuse du film. Tandis que la vidéo que j'avais tournée à l'époque développe véritablement qui est Miyazaki, son univers, son mode de travail, sa vie, ses inspirations aussi beaucoup au travers de la création du Château dans le ciel. Pour commencer sur la première partie, ce que j'ai aimé, je vous dirais que le Château dans le ciel, c'est le premier film d'animation de Miyazaki que j'ai vu lorsque j'étais toute petite. C'est celui qui m'a initiée non seulement aux travaux des studios Ghibli, mais aussi à l'animation en général et vraiment au Japon. Faut dire que ça, c'est vraiment le fond qui soutient toute cette appréciation aujourd'hui. Donc il y a énormément d'émotions pour moi quand je regarde ce film, que je vois chaque fois différemment, tel que je vous le disais tout à l'heure, et que je m'impose, comme pour tous les autres, de le regarder très ponctuellement, le plus rarement possible, pour toujours essayer de conserver cette précieuse émotion qui me vient à chaque fois que je m'y réexpose. Et une fois de plus, j'ai compris bien davantage de choses. Je pense qu'il y a vraiment un panel de compréhension très large dans ce film, qui peut, en apparence, et c'est souvent ce qui ressort, sembler accessible aux enfants dès l'âge de 6 ans, mais qui finalement, quand on le regarde adulte, propose quand même pas mal d'enjeux politiques, militaires, réflexifs en général, qui sont tout de même demandeurs d'un certain recul. Et justement, le fait qu'il y ait ces différentes dimensions imbriquées les unes dans les autres, pour moi, c'est l'une des grandes forces du Château dans le ciel, comme c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres longs métrages du studio. Ce film donc incarne une véritable transition. Il est la charnière entre le début de la carrière de Hayao Miyazaki, avec le cœur de son expansion et la création plus tard de films qui lui seront bien davantage personnels. Finalement, Le Château dans le ciel, c'est une occasion de déployer au grand public l'étendue de son savoir-faire à la fois technique, mais aussi associé à l'importante dimension affective que le réalisateur sait transmettre. On y retrouve pour la première fois, ou presque, ses thèmes de prédilection et sa marque singulière. Et pour parler maintenant bien davantage des personnages, j'ai vraiment mis un focus sur le duo Pazu et Shita, leur relation et l'affiliation
entre les deux s'est faite extrêmement naturellement. Je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais pour moi, ce duo, c'est le plus évident et le plus admirable de tous les héros parmi les films d'animation du studio. J'aime particulièrement Pazu pour sa force vitale. C'est un jeune homme qui est plein de vie, qui incarne la pureté et l'espoir pour moi. Et ce que nous raconte Le Château dans le ciel, c'est la rencontre de Pazu avec une personne qui a une histoire qui est proche de ce qui le touche le plus, à savoir son père et l'incompréhension qui l'a conduit à mourir vis-à-vis de cette île flottante. Et de fait, sa rencontre avec Chita, elle va lui donner un goût de vivre qui semble comme éclipser tout ce qui composait sa vie jusqu'alors. On le voit, il abandonne tout pour elle et il se donne dans cette relation et dans leur péripéties à corps perdu presque. Et en fin de compte, j'avais vraiment envie de souligner le fait que Chita, elle lui ressemble beaucoup à Pazu. De prime abord, on peut la penser vulnérable, docile, mais très rapidement, on se rend compte que c'est une jeune fille qui est très forte, qui est téméraire, qui est prête à toujours agir en étant alignée avec ce qui compte pour elle, et ce coûte que coûte. C'est quelque chose qu'on comprend dès les premières minutes finalement du long métrage d'animation, quand elle prend la bouteille pour l'exploser sur la tête de Muska. Je me suis noté également qu'elle se révèle avoir beaucoup d'esprit et d'humour tout au fil du long métrage. Personnellement, j'ai toujours été très touchée par son histoire, les paroles de sa grand-mère dans son enfance, avec les flashbacks où on la voit petite, où on la voit apprendre les formules, où on la voit même sans ses parents s'occuper du bétail. Je sais pas, elle éveille une émotion très forte en moi, de même que toute cette spiritualité, cette histoire du cristal de roche, c'est des thèmes qui me parlent beaucoup. J'ai également quelques mots à dire sur les personnages pirates, le clan de Dora qui incarne clairement à eux seuls le caractère comique du film, presque grotesque parfois. Ces personnages sont incontestablement un véritable support dans l'animation pour contrebalancer le caractère quand même éprouvant qu'on ressent à de nombreuses reprises pendant le visionnage. Au-delà de la grande qualité, du grand esthétisme des visuels, des graphismes, j'aimerais parler du son, avec les musiques de Joe Hisaishi, qui sont peut-être parmi les plus émouvantes pour moi, tout film confondu. Il est clair que dès qu'il y a un passage musical qui s'en sert, je sens un sentiment très fort monter en moi. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Les moments qui me marquent le plus, ceux dont je me souviens, ceux qui éveillent le plus grand torrent émotionnel, c'est à chaque fois couplé à ces musiques. C'est ce que j'ai remarqué pendant le film, ce qui fait à la fois tout à fait sens, et en même temps, ça soutient encore plus le fait que c'est des passages importants. Et toujours pour rester sur le son, je voulais parler des doublages français parce que pour la première fois, j'ai regardé Le Château dans le ciel en VO au cinéma avec les sous-titres français. Ayant toujours regardé en version doublée français, je me suis aperçue de quelque chose que je savais pour avoir vu le documentaire sur Miyazaki et avoir beaucoup entendu comment il travaillait. Mais j'ai constaté véritablement que les doublages sont très proches, que ce soit sur les intonations de voix, les tonalités. Et c'est super agréable en fait de passer comme ça de la VF à la VO et d'avoir ce sentiment d'on a préservé l'essence de ce qu'on connaît, quoi. De la même manière, j'ai eu l'impression que les traductions étaient en fait très proches du japonais originellement employé. Pour le peu de japonais que je maîtrise, ça me semble être assez accolé, vous voyez, presque du terme à terme, même si c'est impossible à faire. Mais voilà, vous connaissez, on regarde parfois des animations où, quand on parle un petit peu le japonais, on voit qu'on n'a pas traduit au plus proche de ce que c'était. Mais voilà, c'était ce que je m'étais retenu au niveau du son quand j'étais dans la salle de cinéma. Et puis je continue avec un élément particulièrement fort pour moi, c'est l'étendue de ce film, qui pourrait presque être divisable en chapitres, un peu comme une mini-série. Et d'ailleurs, c'est très rare et j'imagine très dur à faire, mais quand on prend du recul, entre le début et la fin du film, il y a comme un travail de boucle bouclée où l'intrigue trouve tous ses rebondissements avant d'être finalement résolue. Et ça, je trouve que c'est assez fort. On le sait, pour le scénario, il n'y a rien à redire, c'est extrêmement dynamique. On alterne entre des courses-poursuites à pied, en train, en automobile, en machine volante de toutes sortes. Miyazaki nous présente divers environnements d'évolution. Et pareillement, on a beaucoup de moments contemplatifs, poétiques qui sont intégrés. Et c'est en ça que Le Château dans le ciel, pour moi, c'est une harmonie parfaite entre oui, quand même, la guerre, la violence, le feu, et d'un autre côté, la paix, l'harmonie, le paradis, notamment avec les derniers instants sur la Piuta. Et cette chronologie comme ça on part de la guerre et on va vers une résolution un peu poétique, un peu idéaliste. Je trouve que c'est très appréciable pour nous qui sommes dans un monde où tous les jours il y a son lot de difficultés.
C'est un petit bonbon, c'est précieux pour moi, ce type de travaux, vous l'aurez compris. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure dans l'idée que ce film est souvent considéré comme étant l'un des plus accessibles pour les jeunes enfants, notamment en ce sens où la catégorisation des personnages, elle est peut-être un peu plus évidente, de prime abord du moins, que dans d'autres films, donc comme étant bon ou mauvais. Reste qu'on le sait, Miyazaki, il n'est pas aussi dichotomique. Et c'est vraiment très appréciable parce que l'essence de l'être humain, c'est pas d'être bon ou mauvais. Il va un petit peu plus loin que ça et c'est l'une des choses que j'aime le plus dans ses travaux. On se rend compte vraiment avec l'âge, quand on revisionne Le Château dans le ciel et avec du coup le recul qu'on a sur la vie, qu'il n'y a aucun personnage qui n'est foncièrement méchant. Le seul qui peut-être est l'incarnation la plus extrême du personnage qu'on a en aversion, et ce parce qu'il vient assouvir ses désirs assez égoïstement et au détriment du reste de l'humanité, et même au détriment des personnages qu'on aime le plus quand on regarde le film en général, c'est Mouska, bien sûr. À travers ce personnage, plus que, ok, lui, il est méchant, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a une critique notamment pour Miyazaki de l'incapacité des hommes à se responsabiliser dans tous les pouvoirs qu'ils peuvent acquérir. Et à titre d'illustration, il y a ce moment où l'armée militaire arrive sur la Piuta et où les hommes directement viennent piller toutes les richesses, même piller les lieux de façon plus spirituelle. Ce qui pour moi est la juste représentation de combien l'humain surconsomme, même sans besoin, et simplement pour alimenter ce sentiment d'avoir toujours plus, toujours mieux. Je crois savoir que c'est une thématique qui est chère à Miyazaki et qu'il souhaite mettre en évidence dans plusieurs de ses longs métrages. Il y a aussi d'autres moments où je me suis fait des réflexions de ce type, typiquement lorsque Chita et Pazu se retrouvent, vous savez, dans le souterrain, enfin dans le sous-sol, là, je sais pas comment l'exprimer, avec le vieux monsieur qu'ils appellent Papy Pomme. Ce dernier leur exprime que le cristal volant de Chita est d'autant plus puissant et dangereux du fait qu'il ait été réalisé par la main de l'homme. À ce même moment, on a Pazu et sa nature optimiste qui souligne qu'il a quand même sauvé la vie de Chita à 2 reprises. Miyazaki revient à cette notion d'équilibre avec ces 2 points de vue des personnages. Et c'est une réflexion qui s'est encore alimentée au moment où, vous savez, je sais plus quel personnage indique que pour connaître des bénédictions, il faut aussi connaître les formules destructrices, toujours dans cette idée que pour connaître le bien, il faut expérimenter le mal, il faut en tout cas qu'il fasse partie de l'équation, parce que c'est dans le contraste que se créent les sentiments. On revient donc souvent à ce message-là de « il faut utiliser à bon escient le progrès », c'est un message qu'on a aussi vu être délivré largement dans Le Garçon et le Héron plus récemment, et Miyazaki est souvent dans ce discours-là de le progrès n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est ce que les hommes en font. Ça, c'est un message des studios Ghibli qui, pour moi, est absolument crucial à apporter dans l'art, même pour les tout petits enfants, apprendre que y a pas de dichotomie, que ça serait insensé de vouloir toujours tout classifier, casifier. Pour conclure sur cette partie, simplement dire que les personnages ne sont jamais foncièrement bons ou mauvais. C'est important pour moi de le représenter tel quel parce que c'est ce qu'on est, nous, en tant qu'êtres humains. On a des ambitions, on a des aspirations, on a des actes plus ou moins discutables, mais tout reste une question de perspective, de motivation, de point de vue. Et je me suis noté que Les Pirates en étaient une excellente représentation, en ce sens où ils passent quand même des méchants aux gentils durant le long métrage. Et pour les enfants, je pense que ça peut être une façon de faire passer le message de façon plutôt accessible au travers de ces personnages. Je me suis ensuite noté que la fin du film, elle était particulièrement chargée de sens. C'est ce que j'ai ressenti de façon très forte lorsque j'ai vu le film au cinéma. Cette fin, elle est comme l'illustration de la nature qui reprend ses droits, et quel bonheur à voir lorsque la quasi-totalité des êtres humains du film ne la respectait pas. Et puis il y avait pour moi une métaphore assez incroyable de cette île volante, la Piuta, qui était déjà magnifique quand on la découvre, et qui lorsqu'elle s'écroule à la fin, notamment la partie inférieure, pour ceux qui se souviennent, elle va révéler, par la démolition de ce matériel qui fait comme une coque, vont nous être révélées des racines sous-jacentes qui la rendent encore plus belle, encore plus majestueuse, et surtout qui viennent, ces racines, protéger Chita et Pazu, comme en guise d'une juste gratitude. C'est des choses qui résonnent beaucoup en moi, et j'ai trouvé que c'était un symbole très fort que de les laisser finir au milieu de ces immenses racines, suspendues parmi le vide, l'immensité. Là, c'était une partie où je fais un retour sur
ce qui m'a touchée, ce que j'ai aimé. Je voulais aussi vous parler un petit peu de ce que j'ai moins aimé, toujours dans cette idée de garder un esprit critique, et ce, même sur des œuvres qui, voilà, il y a un contrebalancement énorme, on va pas se mentir. J'ai mis l'accent sur dans ce que j'ai moins aimé, ce qui m'est apparu plutôt inconfortable pendant le visionnage. Il s'agissait du traitement de la femme et plus particulièrement encore des différences marquées de genre qui sont souvent mis en exergue dans ce film. C'est du type, à plusieurs reprises, on entend que le personnage de Pazu est asséné de paroles comme « bats-toi si t'es un homme »,« elle est si mignonne », il faut que tu la protèges. Parallèlement à ça, on vient demander à plusieurs reprises à Chita de se vêtir différemment, de façon plus féminine. Implicitement, c'est ce qui lui est tendu, ce qui lui est proposé, suggéré. Et bon, j'en passe, il y en a plusieurs des moments comme ça. Et tout ça sans parler du jeune âge de Chita qui, selon les estimations, aurait à peu près 13 ans. En tout cas, c'est une préadolescente, une jeune fille. Ce qui n'empêche pas, notamment la horde de pirates adultes, de baver sur elle, sur sa beauté et de fantasmer à son sujet. Alors je sais ce que beaucoup vont sûrement me dire dans les commentaires. Je suis bien d'accord, c'est un vieux film, je l'ai dit, il a presque 40 ans aujourd'hui, c'est énorme. Et encore, j'ai tout à fait conscience que pour l'époque, il donne une représentation de la femme assez inédite, avec des héroïnes qui sont fortes, qui sont conquérantes. Mais c'est pas pour autant que je considère qu'il faut fermer les yeux, ignorer ces aspects-là du long métrage d'animation. Je pense que ça peut toujours être intéressant de les pointer, tout simplement pour soulever le fait que c'est pas normal, que c'est plus acceptable, que ça n'aurait pas dû l'être non plus à l'époque, que c'était problématique. Donc pour l'époque, c'était bien. Pour aujourd'hui, sur cet aspect strictement, attention, c'est moins bien. C'est simplement ce que je voulais dire. Et puis, si vraiment j'essaie de pinailler pour trouver ce qui pourrait être un peu moins bien, même si je trouve que ça n'a pas tellement de sens, j'ai noté que la fin, tout le passage sur la Piuta était peut-être un peu long, notamment dans le sens où la dynamique du film est tellement vive qu'on se retrouve finalement avec un moment qui s'étend un petit peu, ça change le rythme. L'environnement en tout cas reste longuement le même. Je sais que pour beaucoup 2 heures c'est long à tenir en termes de concentration. Peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il aurait fallu idéalement couper. Je sais pas. Je suis même pas persuadée de ce que je raconte parce que pour moi tout est bon à prendre. Chaque plan est somptueux et j'aime profondément ce long métrage d'animation. C'est pour ça que je suis ravie de tourner une vidéo même si je l'ai déjà fait et je pense même que je pourrais le refaire maintes et maintes fois. À ce sujet. J'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié son contenu. Elle a été simple, elle a été fluide, à la fois à écrire, à tourner. Moi j'ai passé un excellent moment. Je prépare beaucoup de choses pour YouTube en ce moment, je sais que je suis pas très présente, mais je le suis à l'arrière. Voilà, on n'est pas sur un temps de pause, vous inquiétez pas, il y a des choses qui arrivent et de qualité je pense. Donc vous savez comment je travaille, je prends vraiment le temps de faire les choses telles que ça me paraît juste et de façon plus qualitative que quantitative. Je vous laisse donc sur ces belles paroles et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout votre soutien, merci pour les personnes qui vont liker cette vidéo, qui vont m'écrire, qui sont abonnées, qui apprécient, qui font partie en fait tout simplement de cette aventure. Je vous en suis giga reconnaissante puisqu'on vit ça ensemble. Et donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!